Salut, c'est le Rewind, une nouvelle édition hors série. Et cette fois-ci, c'est un peu particulier puisque nous ne recevons pas un chanteur ou un groupe, mais un homme de l'ombre, comme on dit, un producteur, mixeur, Mitch Olivier. Mitch, bonjour. Bonjour. On va parler donc de 5 projets sur lesquels tu as bossé, qui sont particulièrement chers à ton cœur, comme on dit. Et on va commencer. Alors, on va commencer avec Bashung, mais donc on va préciser. L'album de l'époque sur lequel tu as bossé, c'est Play Blessure. On va pas parler que de ça, mais on va commencer déjà avec Play Blessure. Est-ce que tu peux nous remettre un peu dans le contexte de l'époque, où en est Bashung à ce moment-là et comment tu te retrouves sur ce projet qui est considéré aujourd'hui comme un des albums cultes d'Alain? Alors, en fait, moi, je suis dans un studio depuis quelques mois, hein, et mon patron m'appelle un jour pour me dire, bon, tu vas travailler avec ce mec-là, et me met entre les mains Pizza, qui est un album qui commence à marcher, qui marche depuis un certain temps, en fait, et Alain a le vent en poupe. Et je suis là, on est parti pour faire des maquettes pour une musique de film, un film d'Arabal, Le cimetière des voitures, si je Le me souviens cimetière bien. des voitures. Et on est parti, et comme... mon patron, c'est aussi l'éditeur d'Alain, en fait. Il lui file le studio pour que ça lui serve de laboratoire, pour qu'il puisse s'amuser, faire ce qu'il veut, sans qu'il y ait de problème de budget, sans qu'il ait de pression. On est là pour rigoler. Et on rigole. Et on enregistre plein de trucs. C'est super glauque. C'est très différent de tout ce que j'ai pu voir passer dans le studio, qui est quand même un des studios famous à Paris pour faire de la variette, où les ingé sons comme Roland Guillotel, ou tu vois, font du Sardou, du Johnny, du Sylvie Vartan toute la journée. Et là, d'un seul coup, il y a deux personnages un peu hors concours qui déboulent et qui fait du glauque, quoi. Et on part à Londres après quelques mois d'enregistrement pour... il me dit, oh, tu vas mixer, enfin, tu vas venir avec moi pour le mixage à Londres avec le mec d'Elvis Costello. Alors, bon, à l'époque, c'est surtout pour porter les bandes, parce qu'il n'y a pas de disque dur, tu vois. Et donc, je reviens à Paris après le mixage, un peu dépité, parce que j'en ai pris plein la gueule, en fait. Il y a vraiment une différence entre ce que moi j'ai pu faire et ce que je connais du studio et ce que j'ai vu à Londres pendant X temps, quoi. Et puis, 15 jours après, il m'appelle, il me fait, Pépère, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remixer avec toi à Paris, parce que tout ce qu'on a fait à Londres, ça colle pas du tout à l'image, c'est pas bien, quoi. Et moi, sur le coup, je me dis, mais qu'est-ce qu'il raconte? De quoi parle-t-il, notre ami? Et en fait, ce qui devait lui plaire, c'était mon côté plutôt naïf de l'approche du truc. Mais en fait, c'est vrai que avec le recul, ça devait coller mieux à l'image, quoi. Parce qu'on est en 82 et toi, à ce moment-là, t'es pas encore... Ah, on n'est même pas en 82, là. 81. On est début 81, quoi. Tu vois? Et donc, on fait cette musique de film ensemble, finalement, qui est mixée à Paris. Ça se passe très bien. On enquille un deuxième film après qui s'appelle Nestor Burma, où il joue le rôle d'un artiste. Il y a Boris Bergman dedans, il y a Michel Serrault. Boris Berman qui a été le parolier historique depuis les débuts, Voilà. justement, mais... Et quelques mois après, il me dit, on part à la campagne pour enregistrer, pour faire le prochain album. Et en fait, le prochain album, c'est Play Blessure. Et là, c'est une cassure quand même, parce que là, c'est plus Boris Bergman qui se retrouve aux commandes des paroles. C'est ça. Là, c'est Serge Gainsbourg. Alors forcément, il y a plein d'histoires sur l'écriture des textes, la rencontre avant, surtout, où d'un seul coup... Rencontre un peu éthylique, non, il peut-être avait trouvé un collègue pour picoler. Et l'écriture des paroles, c'est quand même beaucoup en face du studio. Il y a un petit bar de quartier à Boulogne-Billancourt, à 100 mètres de la Régie Renault, là-bas, où moi j'arrivais vers 15, 16, 17 heures, mais eux étaient déjà là depuis 11h30, midi, quoi, en fait. Et quand j'arrive, la table est pleine de verres, tu vois, et je sais pas trop en quoi ils parlent, en fait. Il y a un petit décalage, là. Et là, ça peut durer, on va travailler à partir de 17h30, et ça peut durer jusqu'à 6h du matin, quoi. Alors au début, il y a tout le monde, il y a les musiciens et tout, et puis Alain, je trouve il trouve qu'il y a trop de monde, en fait, il voit que ça débranche, que Serge est content, en fait, d'être là, il s'amuse aussi, et que ça manque de concentration, donc il vire tout le monde,
et on se retrouve tous les trois. Alors, c'est plus studieux, c'est plus ce qu'on veut, en fait. Mais c'est vrai que, à mon âge, je crois que j'ai 21 ans, là, j'assiste à des trucs qui sont incroyables, quoi. Et ça dure des semaines. Alors, sur cet album, donc tu l'as dit, c'est Gainsbourg qui fait les textes. Il y a quand même une participation de Boris, c'est Younger Manor. Younger Manor. Alors justement, on en vient à ce fameux inédit de Bashung qui vient de sortir. Déjà, est-ce que tu peux nous dire pourquoi il y a Younger Manor? Est-ce que tu sais pourquoi Boris est plus dans le décor? Pourquoi il y a ce morceau Alors, pourquoi Boris n'est plus dans le décor? Non, parce que je pense que c'est un truc entre eux très intime qui n'a rien à voir avec... En fait, je suis pas assez encore dans le... T'es le rookie là, tu Voilà, regardes. c'est ça. Je regarde, je vois ce qui se passe. Et en fait, l'inédit, en fait, c'est le début de cette transformation qu'il va y avoir dans la musique, en fait. Il y a un peu Younger Manor, c'est l'inédit qui vient de sortir, mais lézardé. Alors, ce qu'il y a d'incroyable, c'est que les gens comprennent que l'inédit, c'est la version française de Younger Manor. Oui, parce qu'en fait, donc l'inédit, on le précise, donc c'est On n'a pas l'air. Voilà. Le 3 points étant con, si on peut le dire, hein, on a le droit. Donc ça, c'est pas. Donc l'erreur, tu dis, c'est que les gens croient que c'est la version française. Ouais. Mais en fait, non, c'est pas la version française. Ça a été fait avant. Et en fait, pour la petite histoire, parce que je vais essayer de la réexpliquer clairement. S'il te plaît. Le matin, un jour, on est en studio en mars 81. Le matin, on fait des guitares avec Olivier Guindon, membre du KGDD, qui est le groupe d'Alain de l'époque. On fait des guitares. Et je laisse un micro branché sur la guitare. Voilà. Comme l'après-midi, on fait des voix. Je prends le micro, je le mets, j'installe la session de voix d'Alain qui va chanter ce même titre l'après-midi. Et en fait... dans la speederie, comme je n'ai pas d'assistant, puisque c'est moi l'assistant de tout le monde normalement, j'oublie d'enlever l'effet qui est sur le micro de la guitare. Et quand Alain vient pour chanter, quand il me parle, il a l'effet qu'il y a dans Younger Manor, en fait. Et là, moi, je m'en rends compte tout de suite. J'ai dit, excuse-moi, je vais pour enlever l'effet. Il me fait, non, mais garde, attends-moi 5 minutes. Donc, il part au piano avec Boris. Ils écrivent ces fameuses 6 lignes en allemand qui deviennent Younger Manor. Mais le titre qu'on est en train de faire, ou pour lequel il était venu chanter, on l'oublie, quoi, en fait, le truc. Même Alain zappe le truc définitivement, quoi. Younger Manor est sur Play Blessure. Il me dit juste, il faudra lézarder un peu le morceau. Donc, sur l'album, les batteries sont trafiquées, il n'y a pas de sax. Lézarder, tu veux dire saloper un peu l'histoire. Voilà, il faut traficoter le truc pour... Parce que c'est pas le même esprit, en fait. Oui, parce qu'il faut quand même préciser que Bashung, je crois, c'est un petit peu comme Bowie, d'une certaine façon, il aimait bien alterner des trucs super commerciaux qui marchent bien avec des trucs beaucoup plus spé. Ouais. Et là, on était vraiment au fond du spé, donc. Oui, c'est la réputation de cet album Play Blessure, c'est quand même très glauque, très sombre, alors que nous, le contraste avec l'enregistrement de cet album, c'est qu'on était pliés de rire du matin au soir. Oui. Et c'est peut-être la meilleure méthode pour faire un truc très sombre, quoi, en fait. D'ailleurs, commercialement, ça a été un échec, hein, je crois, à l'époque. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que je crois qu'il fait une émission, il fait Les Enfants du Rock à la sortie pour faire la promo. Oui. Et que c'est vraiment décalé. Il y a un décalage complètement dingue, quoi. Et alors donc, ce qui est amusant, c'est que, donc, on en parlait la précédente fois qu'on s'était vu, quand est sorti, ça fait quoi? Ça fait 1 an c'est ça. Vrai, en studio avec Bashung. Normalement, sur cette compilation, donc 80-83, il y aurait dû avoir On n'a pas l'air. C'est ça. Et en fait, il n'y a pas eu. Non, ils l'ont enlevé pour, je sais pas, X raison. Voilà, c'est... Alors ça, c'est la version vinyle, il y a peut-être même pas tout, mais en fait, si tu veux, mon idée de base, c'était quand même de faire une version deluxe pour les 40 ans de Play Blessure. C'est-à-dire de récupérer tout ce qui avait été enregistré par le KGDD et Alain à l'époque, toutes les sessions auxquelles j'ai été témoin, quoi, tu vois, où j'étais l'ingé de l'époque, quoi. Et tout ça a été mis dans un coin, dans des trucs. Alors quand je réclame les bandes... Alors l'idée intéresse Universal, en fait. Et quand je reçois les bandes, alors je commence à recevoir des copies numériques, je fais non, nous ne pistons pas les bonnes bandes. Moi, je veux les bandes Studio 92, 1981.
Donc là, tu sens les mecs partir dans des couloirs, tu vois. Ils n'ont jamais été depuis 40 ans. Et là, forcément, comme Play Blessure a jamais été remixé, en fait, je me retrouve avec les bandes originales et ce truc-là qui arrive, quoi. Et sur le track sheet, tu vois, là où il y a toutes les pistes à l'époque, où sont écrits ce qu'il y a sur la bande, je vois que il y a cette fameuse voix témoin qui est écrite au crayon à papier, mais gommée, mais comme... Il y a que 24 pistes hein, sur ces bandes-là, donc si tu as besoin d'autres pistes, il faut effacer des trucs, quoi. Donc, c'est pas comme le Pro Tools aujourd'hui où c'est à l'infini, quoi. Voilà. Faut expliquer quand même un peu de quoi il s'agit. Et en fait, personne n'a touché. En fait, si je suis pas là, il n'y a pas d'inédit, quoi. Parce que personne n'est au courant de ce morceau, même. Ils savent. Quand tu l'as réécouté, tu t'en es souvenu ou ça a été comme une redécouverte pour toi? On n'a pas l'air. C'est-à-dire, oui, le texte, je me souvenais pas du texte. Je savais qu'il y avait un truc qu'on avait abandonné, mais pour moi, c'est un truc qui a été effacé. Par exemple, il y a sur le morceau C'est comment qu'on freine, qui est sur Les Blessures. Comme c'est un titre qui a été enregistré pour refaire une version d'Imbécile, en fait. Qui était dans le cimetière des voitures. Qui était dans le cimetière des voitures. Alain essaye le texte, mais finalement, ça lui plaît moins. Ça l'amuse plus au bout de quelques jours. Finalement, ils écrivent avec Gainsbourg le texte de C'est comment qu'on freine. Mais comme il y avait besoin de pistes, c'est une voix qui a disparu, quoi. Elle n'existe plus. Je crois qu'il y a juste une mise à plat, vite fait sur une cassette d'une session pour se rappeler l'idée, quoi. Mais là, la voix existait toujours. Donc en fait, j'ai passé 2-3 jours à recaler la voix bien propre parce que c'est vraiment des voix témoins, quoi. Il y a une piste de voix. Et je crois que la deuxième, elle va même pas jusqu'au bout, quoi. Donc il y a eu d'abord ça. Ouais. Ensuite, il y a eu ça. Et aujourd'hui, il y a ça. Un petit mot sur comment ça a été reçu, parce que j'ai l'impression que les gens ils ont sauté sur leur chaise en entendant ça. Bah, ouais, je crois qu'il y a un truc festif, quoi, qui est génial. Il y a un truc pour les fans de l'époque, il y a un truc qui nous replonge direct dans le Bashung des années 80. C'est l'anti-l'imprudence, en quelque sorte. C'est vraiment, on n'est plus dans ce côté mal armé, sombre, non. triste. Là, c'est vraiment joyeux, rock. Il y a ce petit côté rock anglais, Lucky Luke, Elvis Costello, quoi. Il y a un petit côté comme ça. Moi, c'est le Alan James, c'est celui que j'ai connu, c'est celui avec lequel j'ai travaillé. Même si j'ai travaillé aussi sur Figure imposée, même si c'est encore un peu glauque, c'est quand même le Alain rock, quoi, que j'aime, qui me plaît, quoi. Mitch Olivier avec Bashung, Play Blessure, et aujourd'hui, on n'a pas l'air. Le Rewind avec Mitch Olivier, producteur, mixeur, proche de beaucoup d'artistes depuis quelques décennies. Et là, on va changer un petit peu de terrain. On va retourner dans un studio qui s'appelle Twin, qui est un ancien bunker nazi d'ailleurs, je crois, qui a bien changé. Et là, c'est une aventure absolument incroyable. Ça va devenir ça, Liaison dangereuse, une compilation produite et dirigée par Doc Gineco. Mais je crois que l'histoire est un petit peu complexe quand même. Est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce qui est à l'origine de ces liaisons dangereuses? Comment toi tu te retrouves dans cette sauce incroyable de Gineco qui, rappelons-le, sort de première consultation, donc qui est sur le sommet du monde. Là, il a vendu 600 000 exemplaires à l'époque, c'est la révélation. Et au lieu de faire un deuxième album, il dit, je vais faire une compile. Comment ça se passe? Alors, je crois que ça commence chez Lerita Mitsuko, en fait. Il commence l'album là-bas. La rencontre est assez... Moi, je ne suis pas encore dans l'histoire, mais ça commence chez Lerita, où il y a des rappeurs qui commencent à débouler chez eux, là-bas. Et je pense, au début, je pense que ça se passe bien. Et que ça dégénère assez rapidement vers un truc où Lerita font non, ça suffit. Tu es au courant de ce qui s'est passé avec MC Jean Gabin? Oui, c'est ça, il était venu pour kidnapper... voilà, je crois qu'il y a eu une histoire comme ça, il était venu pour kidnapper Catherine Ringer. Saucissonné. Voilà, donc bon, après, tu te dis que tout est possible. Hein. Et puis en fait, il l'a pas fait, on précise pour les internautes.
Et en fait, je crois que comme Bruno a plus ou moins monté un label au sein de Virgin qui Oui. s'appelle Virgin Rue. C'est ça, Doc Gineco, Bruno. Hein, Voilà. Donc, Gineco récupère les bandes que Virgin a rachetées, Orita, et nous voili reparta dans le studio Twin. Alors là, ça dure des mois, hein, ça dure pratiquement... Il y a pratiquement 8 mois d'enregistrement. Et là, tu vois débouler tout le monde, alors. Et 1 mois de mix. Ah oui, oui, c'est incroyable. Bah, de toute façon, des budgets comme ça, il n'y en aura plus jamais, quoi. Je crois que c'est un truc unique dans l'histoire du rap. Alors, il y a le noyau dur, il y a Iso, Diop, qui joue basse-guitare. Il y a Getch, qui est le DJ de... Iso, qui, rappelons, est aujourd'hui le guitariste rythmique de Trust, hein, quand même. De Trust, qui a fait plein de trucs avec le secteur A, qui a fait... on ne présente plus Iso, quoi. Getch, qui à l'époque est beatmaker, mais aussi DJ du Ministère Hammer. L'homme de main, ouais. Voilà. Chris Charrer, qui joue des claviers. Bruno et moi. Voilà. Ça, c'est le noyau dur des Liaisons Dangereuses. Et on a des visites, des rappeurs qui viennent poser, des gens qu'on ne connaît pas qui viennent. Ça dure des mois. La particularité de cet album, c'est quand même que tout est joué. Les batteries, les basses, les guitares, les claviers. Quand il y a des violons, c'est pas des synthés, c'est des vrais qui viennent. Enfin, l'orchestre de mariachi sur L'homme qui ne valait pas 10 centimes. Voilà. C'est un orchestre de mariachi. Oui, il y a un orchestre de mariachi qui vient de faire les chœurs. Enfin, c'est quand même un truc très particulier, ce disque. Mais si tu veux, c'est un truc où il y a des anecdotes tous les jours sur les petits détails de la vie de tous les jours, parce que c'est presque une communauté, quoi. Lâche-nous les plus croustillantes, s'il te plaît. Alors, par exemple, c'est vrai qu'on avait plein de gens qui nous disaient, bon, alors, les vrais rappeurs et les faux rappeurs qui venaient des boulets, Chico nous a dit de venir poser, nanana. Donc, alors nous, on essayait Chico, plein de gens. c'était le producteur, à l'époque, c'était le manager de Bruno, quoi, de Gineco. Et alors, un jour, dans tout ça, il y a un groupe qui vient. Je crois qu'il y avait un mec asiatique et 2 petits mecs avec eux. Alors, ils nous ont parlé, ils se présentent, ils sont obligés. Parce qu'eux-mêmes, ils n'ont rien fait, en fait, encore. Et ils nous parlent de Tribe Called Quest, de The Far Side, tu vois, quand même des références de qualité. Donc, les mecs se mettent au micro. Les musiciens, la team Iso, Getch, Chris, ont déjà préparé des boucles, des trucs pour des jours où il n'y a personne, où ça travaille. Ils préparent un titre, font tourner le morceau en synchro, les mecs se mettent devant le micro, et ça commence à poser, en fait. Et là, tu te dis, mais de quel Farside il parle, lui, en fait? C'est quoi le rapport? Et alors, la vie fait que ce jour-là, dans le B, il y a les vrais Farside, quoi. Tu vois? Alors, Bruno va aller chercher... Bruno va aller chercher, les mecs déboulent dans le studio, et alors on s'est retrouvé avec les vrais Farside devant le micro, et les faux Farside sur le canapé. Et les faux Farside sur le canapé, voilà. Tu vois, ce genre d'anecdote, c'est inédit. Tu vois, et c'est pas resté sur le projet, le Farside. Ah non. Non, je crois que c'est des trucs... non, je crois que ça doit être sur les bandes, tu vois. Ça doit être encore des mystères à retrouver. Ouais, c'est sûr. Le morceau qui a été enregistré un peu à part, je crois, c'est le duo avec Bernard Tapie, C'est beau la vie. Alors, c'est un titre qui a été enregistré en premier, je crois, dans un premier temps, même pas à Twin, je crois que ça s'est fait au Palais des Congrès. Oui, Palais des Congrès. Hein, il y avait Jean-Luc Ponty aussi. Qui vient faire du violon, ouais. Et alors, c'est un titre qui a disparu pendant X temps, en fait, et qui a réapparu quand Virgin est venu écouter. Parce qu'on est resté 8 mois dans un endroit au studio Twin, et j'ai été mixé dans un studio plus 30 qui était le nec plus ultra technique du parisien, quoi. Et quand Virgin a déboulé pour écouter 2-3 mix, la bande est réapparue par miracle. Ils ont retrouvé la bande. Alors, ils ont... par contre, Bernard est venu reposer. Bernard Tapie est venu reposer un peu, rajouter des trucs, rechanter le refrain, refaire un peu, rafraîchir la version, en fait. Alors, c'était une journée assez sympa, tu vois, parce que c'était dans un autre endroit, tout le monde était un peu plus détendu parce qu'il y avait un vrai projet qui était en cours de finition.
Hey, Fomblard, j'ai rencard avec Nanar. Appelle les stars, v'là Bruno ou Escobar. Touché mais pas coulé. Merci de l'invitation. Et il y a aussi, sur cet album, il y a aussi quelque chose qui est assez étonnant. C'est un des plus beaux morceaux de Gynéco, L'homme qui ne valait pas 10 centimes. On en parlait avec l'orchestre de mariachi, qui est quand même un morceau destiné à celui qui, à l'époque, était son boss, Emmanuel de Burtel. Ça se passe comment quand on fait une chanson où on traite son boss de pas très bon, finalement? Enfin, le premier couplet et le deuxième couplet sont venus assez vite. Il nous a fallu des mois pour avoir un troisième couplet pour que la conclusion soit du level. Après, les mariachis, c'est en fonction de comment l'arrangement avançait, en fait. Il y a eu cette histoire de trompette mariachi, enfin mexicaine, qui est arrivée. C'est David Heinz qui joue, qui est arrivé sur le morceau. Et puis l'idée des mariachis, alors moi, en fait, c'est des mariachis que j'avais croisés sur un album avec Lio. Les mecs sont venus habillés en mariachi. Ils se sont changés au studio, ils ont fait les prises des voix, des chants. Raoul Lubo avait trouvé la mélodie du refrain et ils chantaient vraiment habillés en mariachi parce que je crois qu'ils font des soirées comme ça et tout. C'était assez... c'est unique, quoi. C'est des trucs qui ne peuvent plus exister aujourd'hui, quoi. Ben justement, c'est ça. Ce qui est dingue, c'est que bon, quand tu racontes, là, moi, je me replonge dans l'ambiance, mais il n'y a aucune trace vidéo de tout ça, tous ces délires, ça n'a jamais été filmé. Il y avait. Il doit y avoir, hein. Il doit y avoir, mais si tu veux, c'est pas un truc automatique comme maintenant où, effectivement, maintenant tout le monde a son portable, tout le monde a son selfie, tout le monde va poster un truc. Imagine sur Play Blessure, si on avait eu des selfies de Bachoun et Gainsbourg au rad tous les jours, c'est quand même... Ah ouais, ça aurait été tu vois, parce que dans le titre Lavabo, dans Play Blessure, à un moment, il dit « La fille du patron, faut lui donner ». C'est parce que le mec, comme les deux avaient foutu vraiment le bordel dans le petit café de quartier, il les avait mis dans la cour à côté des toilettes, qui était un truc vraiment... Il leur a mis une table, c'était vraiment un truc de passage. Et quand sa fille, à lui, au patron, a vu les deux loustiques dans la cour, elle a commencé à passer dans la cour elle-même toute la journée avec une mini-jupe au ras de la salle de jeu, en fait. Tu vois, c'est là où ils ont dit la fille du patron, faut lui donner parce que forcément, ça donne des idées. Ça donne des idées, quoi. Voilà. Ouais. En tout cas, donc, Liaison dangereuse, un album qui a commencé, moi, c'est ce que m'avait raconté Bruno. Le concept de départ, c'était faire des duos improbables avec Chantal Goya, Dorothée. Mais il y a, alors, il y a des rappeurs qui se mélangent. Il y a plein d'invités. Ouais. Ben, il y a Catherine Ringer, il y a Renaud. Et alors, Bruno, un jour, me dit, bah, s'il n'y avait pas de fax, il n'y avait pas d'ordinateur, enfin, il n'y avait en tout cas pas Internet comme ça l'est aujourd'hui. Un jour, Bruno me dit, est-ce que tu peux m'avoir le texte de Hexagone, parce que il savait que je bossais avec Renaud déjà. Donc j'appelle Thomas Noton qui m'envoie le texte par fax. Et le texte est resté posé sur la console. Et en fait, comme il y avait des après-midi où on ne faisait rien, en relisant le texte, j'ai dit putain, mais la violence du truc, c'est incroyable. Et en fait, ça m'a donné l'idée de monter le projet Hexagone 2001, où moi-même je fais venir les rappeurs pour reposer les titres de Renaud. Et ce qu'il y a sur Les Angeaux, c'est hexagonal, c'est une reprise adaptation donc d'Hexagone avec Calbo qui fait les relances, le gynéco, et Renaud qui est lui-même donc venu faire ses refrains. Il y a une petite pensée pour Slim Pesin qui est décédé il n'y a pas longtemps, qui avait une des plus belles collections de guitares au monde. Un jour, j'appelle Slim, qui me louait beaucoup de matos, et je lui dis, on fait une reprise de Hey Joe, on a besoin d'un son un peu à la Hendrix. 2 heures après, il arrive au studio avec une guitare d'Hendrix, que j'ai mis entre les mains d'Iso, tu vois, et forcément, quand tu as une guitare d'Hendrix et que tu as les doigts d'Iso, c'est facile de retrouver le son, quoi. Et ça a donné Dangereuse Liaison sur le son de Hey Joe avec Calbo et Rockin' Squat d'Assassin qu'on salue. Et ben voilà, et ça, tout ça, c'est sur Liaison Dangereuse, un album immarcessible, un album essentiel, un album sur lequel Mitch a passé presque un an de sa vie.
Alors, donc là, on va passer dans... Alors, c'est plus P, beaucoup de gens ne connaîtront pas, mais c'est l'histoire de quelqu'un qui a beaucoup compté dans le monde du rap, dans le monde du reggae, et dans la chanson aussi, puisqu'il a aussi des connexions avec justement Bashung. Ouais. Ghetto Youth Progress, c'est Rude Lion. Alors, en 2 mots, mais est-ce qu'on peut résumer quelqu'un comme Rude Lion en 2 mots? Comment tu décrirais cette personnalité incroyable qui nous a quittés il y a quelques années? Une mort assez violente. Ben, moi, Rod Lion, en fait, c'est EJM qui fait la connexion, puisque c'est Vitry Style. Donc, JM qui était sur la première compilation Rap Attitude en 90. Voilà. Hein, Alors, moi, en fait, je fais tous les projets avec EJM quand il est signé chez BMG. Je veux du cash, La Rue Elbise, Choc, La Rue Elbise, qui sont devenus des trucs cultes. Hein. Et en fait, à l'époque, il traîne aussi avec Rod Lion. Et comme ils sont du même quartier, l'autre cherchait un mixeur, donc il me connecte. Et je me retrouve à travailler sur ce projet où, en fait, c'est, à mon avis, hein, peut-être je dis des bêtises, mais la vraie première compile indé de rap français qui a été faite, quoi. C'est vraiment fait par des gens qui sont dedans, en plus. Alors, tu sais jamais comment ça va se finir, mais c'est quand même, il y a des trucs là-dessus incroyables. C'est du reggae dancehall rap, mais c'était rock'n'roll, je crois, l'enregistrement, on peut le dire. L'enregistrement, c'est rock'n'roll et le mix aussi, hein, parce que... alors, dessus, il y a pour moi un des titres essentiels du rap français, c'est Mon esprit part en couille, quoi. C'est vraiment un truc... Mon esprit est déjà parti en yoku. Ils disent de moi que je suis devenu fou. Le carré double F n'est pas du tout comme tu le crois, malgré les apparences. Le 3 quarts, le cossin à la caïra. Mon cerveau. Puis je me suis rendu compte un jour en l'écoutant direct. 30 ans après que je le connaissais par cœur, quoi. Tellement c'est un truc qui m'a marqué en tant que mixeur de travailler sur ce truc-là, c'était complètement dingue, quoi. Parce que Rude Lion, il était aussi proche de Ragasonic. Alors, tu vas me confirmer, est-ce qu'il aurait écrit ou coécrit Ma Petite Entreprise de Bashung? Non, c'est quoi la connecte? Il fait des claviers là-dessus. Il fait des claviers. Il fait des claviers, il fait de la programmation, je crois un peu, mais... Alors après, la légende, tu sais, enfle toujours un peu les trucs, mais je crois pas qu'il ait grand-chose à voir dans la programmation. Il fait les claviers, mais... C'est quand même incroyable qu'il soit. De Ragasonic à Bashung, à Ghetto Youth Progress. À Tonton David. Et Tonton David aussi, bien sûr. Alors, il y a un morceau, alors c'est marrant parce que si on le lit, c'est 4 lettres, le U, le K, le P et le T. Voilà. Et si on prononce UKPT. Tu comprends vite de quoi il s'agit. C'est vrai que moi, j'ai compris. Je reviens là-dessus parce que j'ai compris à 3-4 du mat, tout seul en train de mixer parce que, comme les autres devaient rentrer sur le Val-Fouré à Mantes-la-Jolie, partait assez tôt dans la soirée, quoi. Et UKPT, j'ai compris à 3 du mat, tout seul à rigoler comme un idiot. Et c'était vraiment... c'était dingue, parce qu'en fait, l'expression directe, ils avaient quoi, 16-17 ans à l'époque. C'est quand même des jeunes fous, quoi. Ah oui, ils étaient chauds à l'époque. C'était chaud, bouillant. Et Rude Lion, parce que lui, il a quand même, je veux dire, quand on parle de réputation sulfureuse, lui, il était tout le temps fourraillé. Il y a plein de... Alors, sûrement beaucoup de légendes, mais quand même des histoires où il arrive pour demander de l'argent chez Universal, il pose le calibre sur la table et il attend de voir ce qui se passe, ce genre de choses. Mais souvent, plusieurs fois, je l'ai accompagné. Il me dit, tu peux me déposer au Palais des Congrès parce qu'il allait voir une autre séance. Et nous, on était à Davout. Il me dit, tu peux me déposer? Je dis, oui, c'était pas loin de chez moi. Donc, je dépose porte-maillot. Et quand il monte dans la voiture, tu vois qu'il met un truc sous le fauteuil. Et là, tu fais, wesh. Et il se dit, t'inquiète. Donc, tu vois quand même que, voilà, c'est un peu tendu. Et puis, je sais pas, il y avait... Alors, une fois, je me suis fait remplacer pour faire des prises. Parce qu'à un moment donné, on faisait aussi un album avec Express D. Dans le 18e, là, du côté de la porte de Clignancourt, ou je sais plus quoi, sur les boulevards extérieurs, là. Et je me suis fait remplacer par un mec, et je lui ai dit, surtout, si tu parles musique, c'est avec lui, et argent avec l'autre. Mais ne mélange pas, c'est pas bon, quoi. Le mélange, c'est jamais bon. Voilà. Et je crois que ça avait fini, il avait 2 dents en moins, parce qu'il avait été par les thunes avec Rod Lion, alors que c'est vraiment le truc à éviter, quoi. Et qu'il valait mieux parler avec Francky ou Jean-Luc, et vice versa, quoi.
Ok. Donc, plein de souvenirs pour cette compilation. Hein. D'ailleurs, oui, tu es crédité Michel Olivier, alias MPO. Hein. Voilà, alors ça c'est un surnom que m'avait donné au JM à l'époque de État de choc. Et là, on est en 94. Ghetto Youth Progress. Toujours dans le Rewind, toujours avec Mitch Olivier, une session passionnante. On est d'ailleurs chez toi, hein, puisque c'est ton studio. Là, il y a des disques, il y a du son, il y a des disques durs, des compresseurs, il y a plein de trucs. Et là, on revient sur l'Erita, dont on a parlé, qui était donc à l'origine du projet Liaison Dangereuse. Tu as fait beaucoup d'autres choses avec eux, et notamment ce disque, alors l'Erita en concert avec l'Orchestre Lamoureux, c'est un projet un petit peu spécial. Il y a aussi bien des reprises de Neil Young, il y a du Trenet, il y a du Gainsbourg. Alors, avec l'Héritage, j'ai fait 2 albums. J'ai fait un truc qui s'appelle La Femme Trombone, on a enregistré chez eux. Ils venaient de déménager et ils avaient installé vraiment un nouveau studio chez eux dont Fred était très content. C'était vraiment un endroit et c'est Iso, de nouveau, qui m'a branché sur le projet, qui était leur guitariste sur scène. Et ça a vraiment été un laboratoire pendant des mois et des mois de faire cet album, La Femme Trombone, chez eux. Pareil, on a mixé à plus 30, qui était vraiment un truc pour la finition d'un projet qui était vraiment un endroit extraordinaire pour travailler. Et ça, c'est arrivé juste après. J'ai mixé aussi à plus 30. Alors, ce qu'il y a de génial là-dedans, c'est Andy joué par un orchestre symphonique. Le thème Andy, dis-moi oui, joué par un 30 violon. Ça te dresse le poil direct. Dis-moi oui. Et alors, beaucoup de reprises, donc on disait quelques morceaux originaux. D'ailleurs, La sorcière et l'inquisiteur, je me demande, il n'était pas sur La Femme Trombone aussi celui-là La sorcière et l'inquisiteur, c'est pas un morceau qui était aussi en version... Je crois que c'est l'album qui est juste avant, je ne connais pas. Si... Trop bonne. Et puis, donc, on disait des reprises, donc du Gainsbourg, du Ferré, voilà, de la chanson française. Catherine, sur scène, c'est incroyable, quoi. C'est un personnage... On l'a vu encore récemment pour La Marseillaise revisitée. C'est ça. Avec le grand vent qui soufflait sur notre président quand elle est passée devant. C'est bien, ça fait un petit moment d'émotion. C'est bon pour la légende. L'Erita Mitsuko, donc en concert avec l'Orchestre Lamoureux et 30 musiciens et Mitch pas loin derrière. Le Rewind, partie 5, dernière partie, toujours avec Mitch Olivier. Donc là, on a traversé le hip-hop, le reggae, la chanson, le rock. Là, on va être vraiment dans la chanson. Et là, je n'ai pas l'album physiquement, mais ça tombe bien, il est à ton mur. C'est une de tes pièces maîtresses dans les disques d'or. Ah, voilà, donc une petite boîte en métal. Oula. Alors, la boîte, c'est un caprice de Renaud. Hein. Il est à la fois très fier de ce truc-là. Ça a coûté une fortune, parce qu'il a fallu fabriquer les boîtes, fabriquer la machine qui fabrique les boîtes. Ça a été quand même un bins. C'est comme avait fait d'ailleurs Goldman pour Rouge, où il y avait un truc en métal aussi. Ils aiment bien le métal, les chanteurs, des fois. Et quand tu regardes, c'est quand même une photo assez grande qui a été rapetissée. Les mecs qui ont travaillé dessus ont quand même fait un travail extraordinaire parce que tu vois tous les petits détails sur une pochette de CD, ce qui n'est pas évident. Ouais. Alors, comment ça se passe le travail avec Renaud? Parce que, encore une fois, Renaud, c'est un chanteur immense, qui a une réputation, qui est au panthéon de la chanson française, qui a aussi, comme Gainsbourg et Bashung, ses petits démons. Alors là, ce qu'il y a de cool, c'est qu'en fait, il ne vient pas au studio, c'est moi qui amène un studio chez lui. Et comme on est encore à l'époque avec du matos, il n'y a pas de disque dur, j'ai fait monter un gros magnéto 24 piges Studer sur le toit. Alors, une petite pensée pour Gabriel Nas, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps. C'est à lui que j'avais loué tout le matos. Il gérait à l'époque, pour les Anglais, une boîte de location de matériel qui s'appelait Hilton. Et je me souviens de Gabi, qui regardait son magnéto monter sur un truc pour aller dans le toit. À l'époque, Renaud habitait en face du cimetière de Montparnasse. Et il voit son magnéto en se mangeant les doigts, en se disant s'il y a quoi que ce soit, c'est une catastrophe.
Parce que c'est quand même une machine à 820 Studer qui montait sur le toit. Et j'avais installé une petite console dans un jardin d'hiver. Alors, il faisait très chaud parce qu'on était au mois de juillet. Et j'avais quand même 4 compresseurs Fairchild qui avaient appartenu, dont s'était servi George Martin pour les Beatles. Parce que les Anglais, c'est quand même pas des charlots à ce niveau-là. Et on avait réparti les musiciens dans ce petit hôtel particulier. Et Renaud avait échoué dans les chiottes. Donc il chantait dans les toilettes. Et je me souviens que tous les jours, il y avait installation. Et Renaud avait mis, lui, tous ses disques d'or dans les toilettes. Et un jour, il était assis sur les chiottes. J'étais venu pour régler le micro. Et il m'avait dit, mais tu m'as mis là parce que j'ai une voix de chiotte. J'ai dit non. Mais j'ai dit, avec les disques d'or, ça va te mettre un peu la pression, quoi. Ça l'avait fait rire. Et il avait, alors, dans son bureau, il y avait deux guitaristes et la contrebasse. Dans la salle de bain, il y avait un percussionniste. Il y avait Jean-Louis Roch qui jouait de l'accordéon dans une petite pièce en une chambre d'amis juste en face. Et le piano en haut des escaliers, parce qu'il fallait quand même le monter. Et on avait fermé toute une partie de l'appartement, laissé libre pour la famille Séchant, parce que je crois que c'était une période de Coupe du Monde ou un truc comme ça. Donc le soir, on le laissait quand même tranquille pour qu'il regarde le foot. Et on a quand même fait un drôle d'album, alors, parce que c'est quand même un bon disque. Il y a quand même plein de trucs super, des très belles chansons. C'est Quand qu'on va où, Son bleu, qui sont des chansons magnifiques. C'est même pas moi qui parlais, moi je répondais à Arthur, qui me demandait en anglais comment s'écrit nos futurs. Si on Avec ce style Renaud unique, quoi, qui est et dans l'écriture et dans la voix, quoi. Le sirop de la rue aussi. Le sirop de la rue, ouais, exactement. C'est une chanson de Julien Clerc, ça. Ouais. Je crois qu'il y a une histoire, non, sur cette. C'est pas sur ce morceau-là qu'il y avait une histoire. Bah, en fait, tu veux dire une histoire drôle? Oui, bien sûr. Bah, écoute. Ouais. Non, bah, c'est-à-dire qu'à un moment donné, à la sortie, il a été pris de doute sur plein de choses. Il voulait refaire ci, il voulait refaire ça. Ce qui n'a pas, pour l'oreille non avertie, n'a pas changé grand-chose. Mais je me souviens qu'il y avait un titre qu'on avait enregistré qui n'est pas finalement sur l'album, qui est sur un truc d'inédit, sur un intégral ou un truc comme ça. Tu veux que je raconte l'histoire vraiment? Et donc un jour, on écoute le morceau, le fameux morceau qui n'est pas sur La Belle de Mai. C'est un truc. Alors, tu sais pas s'il chambre Patrick Bruel ou Jordi en fait. Tu sais pas de quoi il s'agit vraiment. Et pour moi, ce qui est un peu emmerdant à chaque fois, c'est que comme il y a le refrain, c'est une simulation d'animateur de radio, je suis obligé de faire un changement d'EQ, d'équalisation sur la voix, de baisser le truc, donc c'est pas juste on écoute, quoi. Et à l'époque, je suis en train de travailler sur 14 versions étrangères du Roi Lion, donc si tu veux, je suis dans un truc un peu répétitif, quoi. Et donc on écoute 3 fois de suite le morceau, et puis donc je me retourne vers Renaud et j'attends qu'il prenne une décision, savoir qu'est-ce qu'on fait avec cette voix, quoi. Et là, il me regarde, il me dit on écoute. Je lui dis Renaud, on vient de l'écouter 3 fois, quoi. Il me dit non, mais on écoute. Ça commence par un T, ça finit par un L. Je lui dis c'est quoi? Il me dit c'est du travail. Alors là, ok. Tu le prends comme ça, ok. Donc je renvoie la bande une 4e fois, on écoute. Je ne me souviens plus ce qu'ils ont décidé ce jour-là, mais voilà, les jours se passent, je retourne voir Simba quelque temps, et de temps en temps, son producteur m'appelait pour faire des retouches, tel titre. Et un jour, il me dit, on va refaire le sirop de la rue, il voulait changer un mot, je sais pas quoi, et puis j'arrive au studio, il est un peu plus tendu que d'habitude, pourtant c'est lui qui était en vacances, et moi chez Walt. Et il me dit aujourd'hui c'est moi qui vais mixer. Alors je dis si tu veux, il n'y a pas de problème, quoi, parce que c'est déjà les trucs automation avec les ordinateurs. Alors pendant ce temps-là, je remets la console et les effets en état, et lui il a la console, et le fait que je touche des trucs, ça doit lui changer forcément quelque chose à lui, tu vois. Et je le vois maugréer de loin comme ça, alors je m'approche de lui, j'appuie sur le stop, et je lui dis qu'est-ce qu'il y a? Il me dit ouais mais là, je dis hop, ça commence par un V,
ça finit par un A. Et là, il me regarde, il sait que je l'ai eu, tu vois, il me regarde en souriant, il me fait c'est quoi? J'ai dit c'est du Vitra, pousse-toi de la console, s'il te plaît. Ça fait partie des anecdotes avec le Renault qu'on aime bien parce que il a ce côté bad boy aussi des fois qui est bon, quoi. Ouais. Et puis c'est un sacré album, c'est vrai. Le Belle de Mai, Renault. 5e album de ce Rewind avec Mitch Olivier. Ben Mitch, merci beaucoup. C'était passionnant, comme toujours avec toi. Donc voilà, c'est la fin de ce Rewind spécial hors série. N'oubliez pas de liker la page, de vous abonner, de faire des commentaires. Est-ce que vous appréciez les albums dont il a été question? Dites-nous-le. En tout cas, nous, on se retrouve très vite pour un nouveau Rewind. À plus. Merci Mitch. Merci Nico derrière la console, qui connaît le studio Twin, car il y était aussi beaucoup à l'époque. Et on se retrouve très vite pour un nouveau Rewind. Salut.